Merci David, merci pour ces mots d'introduction et bonjour à toutes et à tous. Quelques petits mots avant de débuter. D'abord, effectivement, quand David m'a appelé et pour m'expliquer le principe de cette journée, je trouve que c'est particulièrement opportun, effectivement, à un moment où on va avoir pendant 3 4 jours les regards tournés sur l'importance de l'intelligence artificielle, sur ce qu'il convient de faire pour l'accompagner, tout en préservant ce que nous sommes, nos objectifs prioritaires. Et David l'a dit, on n'est pas toujours d'accord, mais je crois qu'on est d'accord sur les objectifs prioritaires. Préservation de la planète, de notre environnement, de ce que nous sommes, de notre démocratie, des règles d'état de droit, du respect des individus, la protection de nos enfants. Enfin, tout ça nous a beaucoup plus réunis que divisés, y compris dans tous les combats qu'on a menés ensemble, je dis bien ensemble, au Parlement européen, y compris contre les forces obscures dont il vient de parler. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée parce que, et je vais tout de suite peut-être dire les choses comme je pense devoir les dire, on est à la croisée des chemins. D'un côté, évidemment, il y a cette évolution, cette révolution. Et il faut la comprendre, il faut l'apprendre, il faut l'embrasser. Et de l'autre côté, il y a ce que nous sommes et ce qui nous différencie aussi, y compris par rapport à un certain nombre d'autres grandes puissances qui nous entourent, et je vais y revenir. Donc d'abord, un tout petit point d'histoire, je vais être très rapide, mais pourquoi nous en sommes là aujourd'hui? Et pourquoi on parle effectivement d'intelligence artificielle? Je vais résumer, mais moi c'est ma vie, les technologies de l'information. C'est comme ça, on a la vie qu'on a. J'ai trouvé que ça a été ma vie. Et notamment toujours réfléchir à l'impact des technologies de l'information sur la société et sur la façon dont il fallait se l'approprier pour essayer de gérer le mieux possible ces vagues successives qui font que nous en sommes là aujourd'hui. Ces vagues, on va les résumer en trois. En économie, on appelle ça des graphes de Kondratiev. Je ne vais pas m'éterniser, mais il y a trois grandes périodes, au fond, qui font que nous en sommes là aujourd'hui. La première, c'est évidemment l'avènement des ordinateurs, 1942, ENIAC, le premier ordinateur, on s'en souvient, c'était à Los Alamos. À Los Alamos, qui avait une particularité, c'est que c'était un désert, il faisait très chaud. C'était des ordinateurs avec des lampes à l'époque, des tubes. Pour ceux qui s'en souviennent, qui ont encore retrouvé ça dans les greniers de leurs grands-parents, les radios à lampe. Hein, voilà, c'était pas des transistors, c'était des tubes. Et alors évidemment, il y avait des centaines de mètres de ces ordinateurs à lampe avec des tubes derrière. Et comme c'était une zone où il y avait pas mal de moustiques et de bugs, ben, il y avait des armées de petites mains qui allaient débugger. Parce que les bugs allaient se mettre sur les lampes et évidemment en se mettant ça avait des courts-circuits et les calculs. Je vous rappelle qu'à l'époque c'était pour le projet Manhattan, hein. C'était pour on était encore pendant la guerre et c'était pour l'arme nucléaire. C'était ça hein, l'idée. Et c'est là où est né le premier supercalculateur. Donc on peut chiffrer si vous voulez. Voilà, la moitié du 19e siècle, du 20e siècle, pardon, c'est là où on commence à dire ben, on va faire du calcul automatisé. Et puis progressivement, ben, on peut dire que disons, la première partie, c'est l'avènement des ordinateurs et la miniaturisation. Et ça nous mène pratiquement jusque dans les années 1900, 1980, 1990. Et plus on avance évidemment à la fin du siècle, plus on réduit la taille des ordinateurs et on arrive au portable. Et donc c'est cette première phase, c'est l'avènement donc des ordinateurs qui vont progressivement commencer à changer un peu notre vie. Il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on s'approprie, il faut voir comment ça va évoluer notre relation au travail, etc. Première vague, donc. Deuxième vague, à partir de pratiquement fin des années 90-2000, c'est l'avènement d'Internet. Évidemment, le fait de pouvoir être en communication, le réseau mondial, on commence à sortir évidemment de notre propre sphère d'amis, de relations, et on peut avoir ces villages global, certains vont essayer de le théoriser, et on rentre vraiment dans cette période-là, avec l'Internet et toutes les applications qui vont en découler, et progressivement, quelques jeunes qui vont aux États-Unis commencer à se dire bah, tiens, c'est formidable, on peut faire par exemple un annuaire pour savoir qui sont mes amis. Je pense évidemment à Mark Zuckerberg, qui, alors qu'il était pour une première année de Harvard,
plutôt que d'aller suivre ses courses, fait son annuaire, et puis finalement il démissionne. Il n'a même pas fini ses études, au bout d'1 an. Mais il a fait la base du premier réseau, ce qui veut donc dire, par parenthèse, que c'était pas, comme on dit dans notre jargon, la rocket science. C'était pas non plus extraordinaire ce qu'il a fait. C'était un élève de première année de collège aux États-Unis pouvait parfaitement le faire. C'était pas un PhD de bac plus 10 de computer science. Hein. Voilà. Mais pourquoi il a réussi à le faire? C'est-à-dire à commencer à utiliser cette infrastructure et puis à mettre les uns et les autres en relation, puis commencer à voir que c'était intéressant. On pouvait commencer à analyser les données personnelles des uns des autres, et éventuellement peut-être de ce qui se disait, de comment ils se parlaient, de ce qu'ils allaient consulter. Parce qu'il y avait un marché qui était très profond. Il était aux États-Unis, il y avait 330 millions d'Américains. Dans notre jargon à nous, dans le numérique, on appelle ça des perdus, des iceballs. Donc ça fait, voilà, parce que c'est évidemment ça ce qui navigue, consomme dans l'espace informationnel. Et donc progressivement, il a pu utiliser cette profondeur de marché pour commencer à faire sa première grande plateforme, comme on dit, puis d'autres ont suivi. Et c'est la vague, effectivement, entre 2000 et 2025, jusqu'à maintenant, donc de l'utilisation massive des données que nous allons générer dans notre vie personnelle. Donc c'est pour ça que je fais la distinction entre les données personnelles, qui va créer donc quelques plateformes qui vont devenir de plus en plus importantes, gigantesques, et nous on est laissé à côté. Et pourquoi on est laissé à côté? On a des chercheurs bien meilleurs que M. Zuckerberg, première année de Harvard. On a des scientifiques bien meilleurs, on a des centres de recherche bien meilleurs. Pourquoi? Et j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Et je suis arrivé à une conclusion assez simple. Parce que nous sommes fragmentés. Parce qu'évidemment, à partir du moment où vous avez 330 millions, un marché gigantesque, de consommateurs, vous pouvez déployer très rapidement vos applications, créer les services, et puis quelque part... voilà, comme on dit en anglais, the winner takes all, hein, c'est le plus grand, il ramasse tout. Et nous, on a 27 pays, 27 marchés, 27 régulations, 27 droits, y compris dans le monde numérique. Et finalement, on est fragmenté et on n'arrive pas. Les Chinois, eux, ont commencé à prendre la vague un peu plus tard, mais ils ont aussi 1,2 milliard, 200 millions, voire plus maintenant, d'habitants. Donc là, il y a la profondeur. Et donc pour nous, c'était un sujet essentiel. Et c'est vrai, il faut le dire, on a raté cette première vague. On l'a raté. Non pas parce que, encore une fois, on ne maîtrise pas ces technologies, on ne les comprend pas, on est moins doué que les autres, parce qu'on n'avait pas le marché qui allait permettre en parallèle d'avancer. Je vous dis ça parce que pour vous dire qu'est-ce que j'ai fait dès que je suis arrivé à la commission il y a 5 ans. Et on est maintenant devant cette troisième vague qui commence maintenant. L'IA en est l'un des premiers exemples. C'est le fait que depuis 25 ans, quelque part, et c'est tout à fait inédit dans l'histoire de l'humanité, je vous demande peut-être bien d'avoir ça en tête, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a pu stocker toutes les traces que nous laissons dans l'espace informationnel. Quand on marche sur une plage, on marche sur la plage, sur la grève, les vagues effacent progressivement le vaut pas. Et bien dans l'espace informationnel, on stocke tout. Et on a stocké toutes ces données. Et toutes ces données, aujourd'hui, elles sont dans des data centers. Alors elles sont évidemment progressives, elles sont dans les données qu'on a pu générer sur la connaissance, sur l'expérience, sur nos expériences individuelles aussi. Tout ça est stocké. Souvent du reste à notre insu. Mais ça veut dire qu'avec ce réservoir, ce patrimoine quelque part, dont j'estime qu'il appartient à l'humanité, et non pas à quelques-uns, et c'est là où on va y revenir, ce patrimoine de traces informationnelles, il est là. Il est maintenant accessible, et de plus en plus accessible, avec des algorithmes et de la puissance de calcul et des capacités de stockage. Et donc on va pouvoir maintenant aller utiliser donc, ces expériences accumulées, parce que les informations c'est quoi? C'est des expériences accumulées, les mettre en relation, créer des inférences, ce qu'on appelle dans le jargon, c'est-à-dire donc des capacités de façon probabiliste, lorsqu'on a une question, à essayer de voir par rapport à tout ce qu'on a pu engager et au cours des 25 dernières années, c'est un quart de siècle. Les graphes de Kondratiev, c'est généralement du reste un quart de siècle. Je me suis beaucoup posé la question, pourquoi un quart de siècle au fond? Et je suis arrivé à une conclusion assez simple, un quart de siècle, c'est une génération. Voilà. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Une génération pour les ordinateurs, une génération pour l'Internet, et on rentre dans une génération maintenant pour l'utilisation des données. Et plutôt que d'intelligence artificielle, dont j'estime que c'est une mauvaise traduction, là encore une fois un anglicisme. Intelligence en anglais, ça veut dire information, intelligence service. Hein, on va faire de l'information, on va essayer d'avoir de l'information. Et nous, c'est
cognitif, etc. Donc c'est une traduction d'un mauvais ami. Du coup, pour nous, on donne une connotation beaucoup plus symbolique que le côté pragmatique initié. C'est finalement aller chercher de l'information, la mettre ensemble, en corrélation, et de façon probabiliste, essayer de dire, par rapport à toute l'expérience humaine accumulée, voilà les probabilités de la réponse à la question que vous vous posez. Donc plutôt que de parler d'intelligence artificielle, je préfère dire qu'on rentre dans cette troisième phase, qui est maintenant l'exploitation massive de ces données, alors qui est sans aucune commune mesure par rapport à ce qu'on a connu au cours du second graphe de Kondratiev, c'est-à-dire vraiment une période où on avait surtout des données personnelles, et maintenant on rentre dans une période où on va générer des zettabytes, donc des milliards de données, donc quasiment, c'est l'activité humaine. Toute activité génère des données aujourd'hui, que ce soit quand vous conduisez une voiture, 30 pétaoctets de données par jour, quand vous voyagez, évidemment quand vous naviguez sur Internet, évidemment quand vous échangez, maintenant quand vous ouvrez votre réfrigérateur, enfin que sais-je. Donc on a maintenant un nombre de données industrielles, pour beaucoup professionnelles, qui sont créées, mais qui vont être stockées aussi. Et qui donc vont donner, encore une fois, élargir, amplifier massivement ces réservoirs de données qu'on avait accumulés jusqu'à présent, et avec des applications qui vont être beaucoup plus, je dirais, liées à l'activité même humaine, alors que dans cette deuxième phase, c'était plutôt les correspondances interpersonnelles ou en communauté. Et là, donc, on dépasse maintenant pour rentrer dans cette nouvelle perspective. Et tout l'enjeu, d'abord, c'est premièrement de garder ces données. Parce qu'on a vu que dans la deuxième phase, on s'est fait avoir, ces données, elles nous ont échappé. Il a fallu que nous, on dise en Europe, stop, RGPD, les données appartiennent à leurs utilisateurs. Je peux vous dire que c'était un combat. Parce qu'à chaque fois, on a le combat contre notamment les plus grands, et on va revenir sur les États-Unis, évidemment. Et donc là, on a dit non, stop, nous on estime, et avec nous, du reste, certains économistes, comme Jean Tirole, qui va commencer à intellectualiser tout ça, à le théoriser, et avec la théorie des marchés bifaces, qui lui vaut le prix Nobel, il dit, finalement, dans cette nouvelle économie, les données valent quelque chose, on a l'impression que les services sont rendus gratuitement, quand on est sur un moteur de recherche, etc. Non, parce qu'on vous suit, on vous prend les données, et on les monétise ensuite. On les monétise à qui? Vis-à-vis notamment de compagnies de publicité, qui ont commencé à détourner toutes les publicités classiques pour devenir finalement donc des supports et la monétisation, la marchandisation donc de nos données à travers donc ce que font les grandes sociétés de publicité. C'est la théorie des marchés bifaces. Mais là, encore une fois, on rentre maintenant dans une phase nouvelle où on va générer des tsunamis de données. Et la bonne nouvelle, si on peut dire, c'est que nous sommes, parce qu'on est encore un continent industriel, parce qu'on est encore un continent qui est un continent très productif, on est le continent qui génère le plus, et assez avancé, même beaucoup plus en matière industrielle, par exemple, que les États-Unis. Il faut évidemment le poursuivre. Hein. Mais on génère plus de données que les autres. Et donc, on est évidemment... Les autres veulent nous prendre ces données parce que c'est avec ça qu'elles vont pouvoir entraîner leur modèle et derrière commencer à développer des applicatifs. Donc je résume, pardon cette petite introduction un peu longue, mais c'est pour remettre en perspective de quoi on parle au fond. Et pourquoi c'est important. Et pourquoi ça dépasse peut-être le cadre de l'intelligence, on va le dire en anglais, artificielle, hein, c'est-à-dire les informations, l'utilisation de ces, comme on dit dans notre jargon, data lake, ces réservoirs, ces lacs de données considérables qui, si on les exploite correctement, peuvent servir à l'activité humaine. Et si on ne les exploite pas correctement, peuvent se retourner contre nous et contre les individus ou contre la démocratie. Et c'est tout mon combat. Et ça a été tout mon combat. Et quand je dis combat, je l'emploie haïtien. Je me suis battu. Et on s'est battu contre moi, notamment tous les lobbies, on le sait. Les lobbies, c'est qui? C'est évidemment les GAFA. Donc dès que je suis arrivé à la commission, je me suis dit qu'il faut absolument qu'on fasse une chose. La première chose, pour essayer de reprendre notre destin en main. Après, il y a les options politiques. Des fois, on est d'accord avec David, des fois, on n'est pas d'accord. On est plus souvent d'accord que pas d'accord, en tout cas, je peux vous le dire, parce qu'on a des objectifs à long terme qui sont évidemment les mêmes. Après, il y a les moyens, et c'est ça, la politique. Mais derrière, il faut qu'on soit d'accord sur la vision commune, parce qu'au fond, on est tous des démocrates. Et on partage tous la même vision. Je peux vous dire que la commission IMCO, dont David faisait partie, est présidée par une jeune femme formidable, qui s'appelle Anna Cavazini, qui est une députée allemande verte. Elle est formidable. Et si jamais on a pu faire tout ça ensemble, Anna et moi,
C'est parce qu'on partageait la vie. Je dis Anna parce que c'était sa commission. Et ça a été dur. On a mené des combats. Et je vais vous donner ensuite les résultats. Parce qu'il faut que vous les ayez en tête sur la démocratie. Donc je me suis dit, il faut absolument qu'on ait maintenant un marché unique. On est 450 millions de concitoyens européens. C'est pas rien. Je le rappelle souvent du reste à nos amis américains. On est la première démocratie du monde libre. On est une vraie démocratie en Europe. Il y a 2 co-législateurs. Il y a le Parlement européen. Pour ceux qui veulent faire des métaphores américaines, c'est l'équivalent de la Chambre des représentants. Et puis il y a le Conseil européen, c'est le Sénat. C'est notre Sénat à nous. La seule différence, c'est qu'il y a un pouvoir de co-législateur comme le Sénat américain, ou comme, si on veut revenir en France, comme notre Sénat à nous. La Chambre des territoires, la Chambre du peuple. Eh bien, c'est comme ça qu'on fonctionne, David le sait mieux que quiconque. Et évidemment, nous, à la Commission, on n'a aucun pouvoir, si ce n'est de proposer des textes, mais après, c'est eux qui font les lois. Ce sont nos 2 chambres. C'est le Parlement qui va amender, travailler, proposer, voter. C'est le Conseil qui va amender, travailler, proposer, voter. Et puis après ça, notre navette parlementaire à nous, ça s'appelle le trilogue. On se met ensemble. C'est le commissaire qui a porté le texte qui essaie de diriger. Il est uniquement honest broker, c'est-à-dire qu'il n'a pas voix au chapitre, mais il essaie de trouver des compromis pour qu'ensuite les 2 chambres se mettent d'accord sur un texte final qui est revoté ensuite de façon identique dans les 2 chambres. C'est comme ça qu'on fait nos lois. Et moi, je me suis dit, il faut tout de suite qu'on fasse des lois pour faire tomber les barrières numériques et avoir enfin un seul et même marché numérique, comme on a un seul et même marché intérieur, où on a la libre circulation des personnes, on a vu le bénéfice que ça nous donnait, des produits ou des services. Évidemment, ça ne plaît pas à qui tout ça? Ça ne plaît pas aux GAFA, parce que ça les arrange qu'on soit divisé. Parce que du coup, ils peuvent continuer à nous offrir, entre guillemets, leurs services de façon hégémonique, et surtout éviter que derrière, il y ait des grandes entités qui puissent émerger en profitant de la profondeur du marché intérieur, comme il y a 25 ans plus tôt, le jeune Zuckerberg avait pu profiter de la profondeur du marché intérieur américain. Ils veulent surtout éviter ça. Et c'est ça le combat que j'ai mené. Faire tomber ces barrières. Et donc pour ça, on a proposé 5 types de régulation. J'aime pas le mot régulation, parce qu'on le dit toujours, on oppose ensuite. Aux États-Unis, on innove, en Europe, on régule. Non. En Europe, on est démocrate. Et par les temps qui courent, on n'est pas nombreux. On est démocrate. On respecte encore une fois la parole du peuple et la parole des territoires. Et je vais vous donner ensuite les chiffres de ces lois. Vous allez voir, c'est pas connu, je ne sais pas pourquoi, mais c'est assez étonnant. On fait donc 5 types de lois. D'abord, on appelle ça la DGA, Data Governance Act, c'est-à-dire quand on génère de l'activité publique, à qui finalement, qui peut utiliser ces données? On génère beaucoup d'activités publiques, dans les services publics, les gouvernements, les collectivités locales. Et bien souvent, c'est très utile d'avoir ces informations. À qui ça appartient? À la collectivité, à l'État? Est-ce que des entreprises peuvent dire, tiens, on pourrait offrir des services, par exemple, pour accroître la circulation dans des villes qui maîtrisent parfaitement les flux, voient comment les feux rouges sont organisés. Enfin, des tas de données. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment finalement on peut faire en sorte que ces données, elles servent à l'intérêt général? Deuxièmement, on a fait le Data Act, très important. Toutes ces milliards de données qui vont être générées, à qui elles appartiennent? Aux États-Unis, on ne se pose pas la question, c'est le plus grand qui les prend. Voilà. Et nous, on dit, attendez, mais il y a quand même des utilisateurs. Est-ce que quand je conduis ma voiture, les données que je vais générer, comment je conduis, où je vais, est-ce que je freine beaucoup, est-ce que j'accélère beaucoup, tout ça, ces données existent. Et au fond, elles appartiennent à qui? Et elles sont même stockées maintenant dans les véhicules, en particulier les véhicules électriques, mais pas que. Elles appartiennent à qui, ces données? Aux conducteurs? Aux constructeurs? Aux réparateurs? À la compagnie d'assurance? Donc on s'est dit, il faut qu'on se mette d'accord. Il faut tout simplement pour qu'on puisse libérer l'énergie de ceux qui vont pouvoir les utiliser, sans ensuite risquer et mettre du droit finalement, des règles de droit. Et progressivement essayer de mettre des règles de droit dans cet espace informationnel qui n'en avait aucune, et donc dans lesquelles on appliquait uniquement celles des plus grands qui nous disaient « Nous, on a tout réglé pour vous, vous inquiétez pas, on vient, on vous offre le service, oubliez la démocratie, oubliez le droit, on vous règle tout ça pour vous. » Nous, on dit non, il faut qu'on s'organise. Troisième règle, on appelle ça des règlements dans notre jargon, mais ce sont des lois. J'ai toujours porté des règlements parce que c'est des lois d'application directe. Les directives, vous devez ensuite les voter dans tous les parlements. L'intérêt de la loi, c'est plus difficile,
Parce qu'il faut retenir, il faut avoir l'accord du Parlement, et croyez-moi, ils sont durs. Et puis il faut aussi avoir ensuite l'unanimité des États membres, c'est pas facile. Donc c'est plus compliqué, il faut beaucoup plus de leadership et d'énergie, mais derrière, quand on le fait voter, c'est beaucoup plus efficace parce que ça s'applique immédiatement pour les 27. Et donc je voulais des règlements pour que derrière, on ait progressivement les bases de ce marché intérieur. Troisièmement, le DSA. Le DSA, vous en avez beaucoup entendu parler, c'est tout simplement mettre des règles de droit dans l'espace informationnel où maintenant, hélas, vous le constatez comme moi, avec vos enfants, vos petits-enfants, vous-même aussi, on passe des heures par jour dans cet espace informationnel. Certains enfants, adolescents, quand je dis des heures, c'est même souvent la plus grande partie de la journée. C'est un problème majeur et vous en parlez toute la journée et c'est bien d'en parler. Mais donc ça, et derrière, avec quel type de règles, quel type de droit? On ne laisse pas nos enfants quand même 7 heures par jour dans les rues comme ça. Ils disent, qu'est-ce que tu fais? Je vais dans la rue, tu rentres quand? Tu rentres ce soir, entre-temps, on ne sait pas ce qu'ils font. Enfin, certains le font, mais c'est très délicat. Et nous, enfin, on voudrait quand même qu'il y ait un peu de sécurité. On a mis des siècles pour bâtir des règles de vivre ensemble dans l'espace physique. Et dans l'espace numérique, où on passe maintenant plus de temps que dans l'espace physique, il y a zéro règle. Ou alors celle des GAFA. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Ça ne tire de rien. Donc là, on dit, ben voilà, avec le DSA, on va mettre quelques règles de base, et notamment éviter quelque chose qui est très important dans cet espace informationnel, c'est que non seulement c'est un espace qui n'est pas organisé ni régulé, dans lequel il n'y a pas de droit, il y a bien souvent du non-droit, mais en plus, avec les effets algorithmiques, on peut amplifier les messages de façon automatique, artificielle, et donc changer complètement, avec des informations qui, elles, sont fausses, mais qui sont à forte viralité, changer, faire évoluer les uns et les autres, commencer à faire du harcèlement massif, qui peut du reste aller jusqu'à des situations absolument tragiques sur des individus, les plus fragiles notamment. On voit ce qui se passe chez certains adolescents ou adolescentes. Parce qu'encore une fois, il y a de la viralité et il y a de l'amplification. Elle peut être humaine, mais elle est encore pire quand elle est plus efficace. On l'a vu avec Cambridge Analytica, en Grande-Bretagne, avec l'impact sur nos démocraties, et pour faire évoluer évidemment les positions des uns et des autres, alors qu'on a régulé les temps de parole, etc., pour veiller à ce que notre démocratie soit le plus représentative de toutes les composantes. Donc là, on s'est dit, ça, il faut le réguler. Donc on l'a mis en place, et c'est le DSA, qui est la première régulation. Tout ça, c'est des premières régulations mondiales. Hein. Et pour chacune d'entre elles, vous n'imaginez pas les lobbies, mais c'est normal. On est à Bruxelles, chacun parle, on écoute tout le monde, on met des mois et des années à le faire. Alors, évidemment, moi, j'étais à titre personnel la victime, évidemment, mais je le savais, notamment des lobbies qui sont très puissants à Bruxelles, donc pour essayer de faire en sorte que, il y avait Google on avait mis la main sur un pack de Google qui était How to push back Commissioner Breton, comment faire tomber le commissaire Breton, 20 pages. Non, très bien. Ils ne se sont pas parvenus, hein, David, finalement, on est toujours là, même si je ne suis plus à Bruxelles, mais je suis toujours debout. Et en tout cas, c'était très important de le faire. Le DMA ensuite, c'est mettre des règles économiques dans cet espace informationnel. Éviter évidemment que là encore on ait des effets d'éviction, des effets de monopole, et remettre des règles de droit, de libre concurrence, pour que nos startups, nos PME puissent arriver. Et puis enfin les AI Act. Les AI Act qui est l'acte donc qui est le premier encore au monde, où on se positionne sur l'avenir. Et on se dit, quels sont les éléments où nous, on dit, c'est formidable, on peut évidemment créer des tas d'applications nouvelles pour la santé, pour le bien-être, pour les connaissances, mais quels sont les éléments où on peut avoir des risques et où il faut qu'on dise, attention, le transport aérien, on a mis quand même quelques règles, hein, les portes ne peuvent pas s'ouvrir comme ça, donc il y a de la sécurité. Il y a, là aussi, il y a quand même quelques règles qui sont importantes pour nous, parce que nous sommes une grande démocratie, parce qu'on est un état de droit. Et donc, on a fait une régulation, proposé une régulation qui est une régulation basée sur les risques. C'est pour ça qu'on dit dans notre jargon risk-based regulation, c'est-à-dire basée sur les risques. On a fait 4 types de risques. On s'est dit, par exemple, David en a parlé tout à l'heure indirectement, mais il y a des choses qui sont, on va dire, c'est interdit avec l'intelligence artificielle. Je vous donne 2 exemples. Ce qu'on appelle le social scoring, c'est-à-dire le fait que on peut, puisqu'encore une fois, ces traces, elles existent, qu'on le veuille ou non. On peut dire, par exemple, Monsieur Cormand, quand il était petit, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Donc maintenant, il ne peut plus faire ça. C'est ce qui se passe en Chine. On vous suit, on stocke tout, on trace tout, et au fond, on vous dit, non, parce que attendez là. Alors, en 2012, vous n'avez pas payé une amende. Donc ça veut dire que vous ne pouvez plus être médecin. Ah bon? Voilà. Je ferme la parenthèse, mais c'est ça le social scoring. Alors ça,
Alors, au niveau d'un État, c'est évidemment la surveillance, et c'est aussi l'anticipation, ça aussi c'est interdit, par exemple du profiling, pour dire finalement il y a un méfait, un délit qui a été commis, on regarde les profils en regardant en arrière, et on va dire monsieur un tel, monsieur un tel, monsieur un tel, ils sont suspects par rapport à leur passé, et donc on va venir vous frapper à votre porte et vous arrêter pour vous interroger. Ça c'est la Chine. Ça c'est interdit en Europe. C'est interdit aussi d'avoir de la biométrie, qu'on va utiliser à votre insu, comme ça, pour ensuite voir où vous alliez, ce que vous faisiez, etc., et en tirer des conséquences. Ça, c'est interdit. C'est interdit aussi de stocker, puisqu'on peut avoir des tas d'informations. Comment vous réagissez, ce que vous avez consulté, et quelque part, commencer à définir votre personnalité, votre sensibilité, vos fragilités. Et donc, dans l'entreprise, dans des entreprises, dire, vous avez un profiling, donc émotionnel. Ça existe en Chine. Nous, c'est interdit. Donc on a dit, voilà, ça c'est ce qui est interdit. Ensuite, deuxième niveau de risque, où il faut faire attention. L'intelligence artificielle, c'est 3 choses. C'est des données, c'est du stockage, c'est de la puissance de calcul. Évidemment, après, des algorithmes pour créer des inférences. Très bien. Tout ça, on sait tout faire. Hein. Mais donc, sur la santé, si on entraîne des données pour avoir un modèle prédictif par rapport, encore une fois, toujours pareil, au passé et à la probabilité, il faut savoir quelles sont les données. Et ces données, il faut savoir d'où elles viennent, etc. Donc ça, on a créé donc des data lakes spécifiques pour pouvoir le faire. Et puis troisièmement, je vais continuer un petit peu, je vais vous faire déborder votre journée. Là, et puis, comme David il m'a dit, vous introduisez, ça j'introduis comme ça, voilà. Bon, et puis troisièmement, donc, vous avez aussi dans le transport, donc on a 4 niveaux de risque, et qu'on a donc défini, on a mis ensemble. Et alors, ça n'a strictement rien à voir avec le fait que ça va brimer l'innovation. D'abord, moi, je suis ingénieur. J'ai dirigé un certain nombre d'entreprises. À chaque fois, j'étais le patron de la recherche, toujours. Même si c'est pas moi le meilleur chercheur, de loin s'en faut. Mais pour potentiellement donner des directions à nos chercheurs pour dire voilà, c'est là, il faut chercher plutôt que là. Et après, vous avez carte blanche, vous y allez. Mais de mettre quelques lignes directrices, c'est pas mauvais pour stimuler l'innovation. Vous êtes bien placé pour le savoir parce que c'est finalement, je pense, ce que vous avez apporté, beaucoup de choses, mais très importantes, pour précisément dire attention, on n'est pas contre le progrès, mais pas n'importe comment. Et donc, ok, qu'est-ce qu'on fait pour que le progrès se poursuive, mais en respectant certaines choses, l'environnement, la biodiversité, pas être énergivore, etc. Donc les guidelines, les lignes directrices. Mais attention, là, il y a quelques contraintes. Utiliser l'intelligence humaine pour intégrer ces contraintes et aller de l'avant. Donc pour moi, le fait de mettre quelques règles de vivre ensemble, par rapport à un objectif qui est la finalité, notre finalité à tous, c'est pas brider l'innovation. C'est au contraire l'aider à aller encore plus loin et à se focaliser là où c'est important. Mais j'ajoute que sur les IACT, il n'y a aucune limite sur l'innovation. Les limites qu'on a mises, ce n'est pas sur la création. On peut créer ce qu'on veut. C'est sur le fait que si on veut l'utiliser en Europe, il y a certaines choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire, et certaines avec lesquelles il faut avoir un peu de précaution. C'est-à-dire mettre un label un peu, c'est ce qu'on a mis dans la loi, label européen, c'est bon, c'est valide, ça respecte encore une fois nos critères. Mais pas pour ceux qui vont innover, pour ceux qui vont commercialiser les produits d'intelligence artificielle ou les très larges modèles de fondation, etc. Alors, si vous voulez faire du social scoring pour aller vendre vos produits en Chine, je ne vous recommanderais pas. Mais vous pouvez le faire, les développer en Europe, et aller les vendre en Chine parce que ça ne les gêne pas. Très bien. Donc j'insiste sur le point parce que ce petit message, en Europe, on régule, aux États-Unis, on innove, ça commence vraiment à être très pénible. Parce que c'est véhiculé par une seule catégorie, c'est les GAFA, qui au fond ont intégré tout ce que je viens de dire. J'ai bien placé pour le savoir, le DSA, ils intègrent, il faut se battre. Mais on a maintenant l'élément pour se battre. On a nos lois et on a ceux qui sont. Donc on est appuyé par notre démocratie, et appuyé fortement, parce que ces 5 lois dont je vous parle, elles ont pratiquement toutes été votées. C'est extraordinaire ce que je vais vous dire, en particulier celle de l'EAI Act. Pour la quasi-totalité d'entre elles,
moins de 10% des députés européens ont voté contre. C'est du jamais vu dans notre institution. Rien que les IACT, c'est 93%. Vous vous rendez compte? Ça veut dire le spectre du Parlement. Alors, je vous laisse imaginer ceux qui ont voté contre. Et encore non. L'autre jour, M. Bardella, qui se découvre comme étant un libertaire absolu, puisque la mode est au libertarisme maintenant, après avoir été un peu au poutinisme. Bon, très bien. Donc maintenant, c'est le libertarisme. Bon, très bien. Et donc, il dit, c'est incroyable, regardez, Thierry Breton, ce censeur, c'est terrible, etc. Il faut absolument plus de régulation. Mais j'ai dit, mais M. Bardella, qu'on croise quelquefois dans les couloirs, hein, avec toujours une valise à la main, c'est curieux, un peu, mais pas souvent dans l'hémicycle. Et pourtant, il a voté. J'ai dit, mais M. Bardella, pourquoi vous n'avez pas voté contre alors? On a passé 3 ans sur ces textes, David, à peu près. Chacun, c'était énormément de travail. Mais ils n'ont pas voté contre. Et maintenant, bon, je ferme les parenthèses. Mais ça veut donc dire que nous, on est quand même, on a maintenant, nous, Européens, ce socle dont je viens de vous parler, ça a été voté par 90%, en gros, de nos députés européens. C'est-à-dire du peuple européen. Tous à l'unanimité des États membres. Donc on a, je dirais, on est assis derrière une puissance, une légitimité démocratique, et je mets en garde tous ceux qui voudraient maintenant la détricoter. Au nom de quoi? Parce que ça ne plairait pas, par exemple, à tel gouvernement que finalement, cette loi, elle gêne une de mes entreprises, donc vous l'enlevez contre le fait que je vais vous mettre un peu moins de droits de douane? Mais c'est quoi ça? On est une démocratie. On est une très grande démocratie. Et donc, en tant que grande démocratie, l'intégrité territoriale, c'est juste pas négociable. L'intégrité démocratique, c'est juste pas négociable. Et en particulier, lorsqu'elle est assise sur un tel consensus démocratique. Et pourquoi on a fait un consensus démocratique? Parce qu'on a essayé de tenir compte des avis de tout le monde. Et c'est désormais notre loi. Et ça donne quoi comme traduction? Ça donne le fait qu'on a enfin un marché intérieur numérique unifié. Ça y est. Même règle pour tout le monde sur les données. Même règle de partage et de propriété des données. Même règle de comportement sur l'espace informationnel avec le DSA pour dire ça on a le droit, ça on n'a pas le droit. Les fake news c'est comme ça. Même règle sur les IACT. Le watermarking c'est indispensable pour savoir si cette image elle a été générée artificiellement ou si elle provient d'une source originelle. Tout ça, ça fait partie de notre corpus. Et c'est pas uniquement un pays ou un autre. C'est pour les 27. Enfin c'est fini le fait qu'il y avait des régulateurs qui étaient plus conciliants que d'autres. Suivez mon regard. C'était plutôt à l'ouest. L'Irlande étant malgré tout un très beau pays. Mais je reconnais que chercher, s'il n'y avait pas de... Quand on se demande, tiens, mais pourquoi tous les GAFA avaient mis leur siège en Irlande? Bon, c'était un très beau pays, d'accord, mais enfin, il y a peut-être d'autres raisons. Désormais, c'est fini. C'est le même régulateur pour tout le monde, les mêmes règles pour tout le monde, les mêmes sanctions pour tout le monde, les mêmes risques d'interdiction pour tout le monde. Toutes nos règles sont identiques. On a enfin un marché intérieur unifié du numérique. Et on peut donc commencer à travailler sur cette troisième vague en y mettant ce qui est important pour nous et que les forces politiques expriment ce qui est important pour elles. Le plus grand risque que nous ayons aujourd'hui, c'est que finalement, et ça a été des combats, ça a été des combats dont vous avez idée, mais des vrais combats. Je tiens à dire aussi que le Parlement européen, avec les députés qui ont travaillé, je les ai tous vus, moi, les parlements dans le monde entier, et tous les gouvernements qui travaillaient là-dessus, parce qu'on était les premiers. C'est celui qui a le plus de compétences, parce qu'on y travaille depuis des années. Et les députés qui se sont spécialisés connaissent ces sujets intimement. Ils sont des législateurs de l'espace informationnel. Et pourquoi je mets en garde? Parce qu'aujourd'hui, les GAFA en particulier, mais pas que, il y a aussi des très grandes entreprises chinoises, y compris si elles sont basées à Singapour. Elles sont quand même, bon, mais ils n'ont qu'un rêve, c'est qu'on redevienne fragmenté. Parce que c'est en étant fragmenté qu'on est faible. Et que donc finalement, ils pourront continuer à assumer leur hégémonie et quelque part continuer à faire en sorte que l'Europe, premier marché numérique, 1,5 fois plus grand que les États-Unis quand même. 330 millions d'habitants aux États-Unis, 450 millions en Europe. Et donc on est indispensable pour eux. On représente 30-40% de leur chiffre d'affaires et de leurs profits. Et donc maintenant on a mis des lois pour pouvoir continuer à pénétrer notre marché. Et on a enfin créé un marché intérieur unifié qui va permettre à nos startups, à nos entrepreneurs de développer et d'avoir toute la profondeur. Ils n'ont qu'un objectif,
c'est de continuer à nous diviser. Bon, on le voit du reste avec l'administration actuelle, c'est rien de surprenant, hein. On n'a pas encore commencé à discuter avec les institutions, on discute en tête-à-tête avec les 27 pour bien veiller à rester désunis, si possible. Mais sur le marché intérieur numérique, ce que les GAFA souhaitent, évidemment, bah, c'est de revenir au statu quo ante, parce que c'était plus confortable. Donc en fait, bien sûr qu'ils vont respecter les lois, parce que s'ils ne les respectent pas, les sanctions seront là, et c'est la commission qui a reçu délégation de les faire valider. C'est moi-même, avec mes équipes, qui ont recruté ceux qui sont en charge de ça. On a près de 200 personnes maintenant, parmi les meilleurs au monde, spécialistes, juristes, data scientists, PhD en intelligence artificielle. On sait tout faire, on comprend tout. On est au même niveau que eux. Souvent, du reste, certains de ces jeunes, ou moins jeunes, viennent du reste de ces entités, parce qu'ils veulent servir l'intérêt général, ce qui est tout à fait encourageant. Donc on sait, on est équipé. Maintenant, il faut évidemment faire respecter. Le plus grand risque serait de dire, finalement, ah oui, c'est vrai, il faut peut-être faire une pause, la régulation. Mais l'intelligence artificielle, l'AI Act, dont j'entends dire encore aujourd'hui, j'espère qu'à l'issue de ces 2 jours, on va arrêter de le dire. Ah non, mais c'est le thème qu'en Europe on régule et qu'aux États-Unis on innove. Mais l'AI Act, il est rentré. D'abord, on a prévu de le mettre en place très progressivement, pour que les entreprises, précisément, commencent à comprendre ce qu'on allait faire, à se l'approprier. Donc très progressivement, il est rentré en vigueur dans sa première phase, il y a environ 8 ou 10 chapitres. Les 2 premiers chapitres seulement, ils sont rentrés en vigueur, vous savez quand? Le 2 février, il y a 5 jours. Donc on ne peut pas me dire quand même que l'Europe serait en retard, parce que vraiment l'AI Act, du reste, ceux qui étaient les plus vocaux, je me souviens, j'ai rien contre eux, hein, parce que c'était des entrepreneurs qui sont... Et j'ai beaucoup de respect pour les entrepreneurs, mais une société qui s'appelait Mistral, qui était assez fer de lance contre le fait qu'il fallait surtout pas de régulation. Et puis une autre qui s'appelait en France, et une autre qui s'appelait Aleph Alpha en Allemagne. Bon, ça c'était il y a 2 ans, quand on était là en train de discuter. Mais c'est normal que chacun exprime ses opinions. Moi, je le respecte complètement, hein. Bon, 2 ans après, qu'est-ce qu'il y en a? Aleph Alpha a décidé d'arrêter finalement de développer l'intelligence artificielle dans les larges modèles, donc ils sont sortis. Et j'ai cru comprendre que Mistral avait noué des relations extrêmement étroites, tant d'un point de vue de coopération, d'utilisation des supercalculateurs, y compris capitalistiques, avec Microsoft, GAFA parmi les GAFA. Donc, et je ne jette pas la pierre, mais voilà, maintenant au moins on sait où on est, et on sait que nous, ce qu'on défend, c'est l'intérêt général. Et pour moi, donc finalement, ce qui est très important, c'est qu'à l'occasion de ces 2 jours qui viennent, on explique en Europe ce qu'on a essayé de faire avec nos forces démocratiques. Pourquoi en Europe, on a 90% des députés, tous partis confondus quasiment, qui ont soutenu, alors il y en a quelques-uns qui sont abstenus, mais qui ne disent mot consent dans notre législation, qui ont soutenu massivement ces lois, et on a 100% des États membres qui les ont soutenus. Et on voudrait revenir maintenant derrière en disant « Ah ben non, parce que finalement, monsieur un tel ou monsieur un tel disent qu'il faudrait qu'on calme un peu le jeu », alors que l'AI Act va se dérouler sur 5 ans. Il se déroule jusqu'en 2030, très progressivement, année après année, avec un conseil scientifique qu'on a créé pour bien vérifier que tout se déroule correctement par rapport aux objectifs, sans pour autant alourdir les charges des uns et des autres. Donc on a été, et c'est pour ça que ce processus démocratique a obtenu un tel score, c'est parce qu'on a été, je crois, extraordinairement sérieux, consciencieux, respectueux des opinions des uns et des autres, pour finalement aboutir à un consensus qui fait qu'on est le premier continent sur la planète à avoir pu transférer nos règles d'état de droit, nos règles démocratiques, nos règles de vivre ensemble, qui nous unit au-delà de nos différences politiques, et que derrière, j'espère vivement que tous ceux qui sont en charge maintenant des responsabilités vont défendre ça comme étant l'un de nos trésors démocratiques. Et que personne ne peut jouer avec la démocratie européenne, ni la mettre en pause. Personne. Parce que ça a été le choix du peuple souverain, et ça a été le choix des États souverains. Donc je suis juste venu vous dire ce petit message, très simple, délivré très simple, oui un peu long peut-être, très simple, et vous dire que finalement maintenant, bon, on a donc ces lois, ça a été un travail, à un moment où on parle de la nécessité par rapport aux enjeux qui sont les nôtres, de trouver celles et ceux avec qui on peut travailler pour créer des consensus au-delà des différences, parce qu'il y a une ambition à moyen terme, qui est l'ambition évidemment de préserver notre environnement, de préserver la planète, de vivre mieux ensemble, de respecter les individus, de veiller à nos enfants,
de surveiller que notre démocratie ne soit pas attaquée par les uns par les autres, ça nous réunit tous. Ben, on a réussi à le faire dans l'espace informationnel. Donc je compte sur vous pour le défendre de là où vous êtes, comme vous pouvez compter sur moi de continuer à le défendre de là où je suis désormais. Merci.